Retrouvez l'intervention du député européen Emmanuel Morel sur l'actualité du socialisme démocratique. Nous sommes dans un moment paradoxal, parce qu'en effet, il y a une crise du socialisme, une crise des partis socialistes et des partis sociaux-démocrates en Europe. Mais je trouve que le paradoxe, c'est que le socialisme démocratique comme idéal et comme méthode n'a jamais été finalement autant d'actualité, autant pertinent dans l'histoire des 100 dernières années. Quand on regarde les choses, on n'a jamais eu autant d'inégalités, on n'a jamais eu autant de concentration du capital, on n'a jamais eu autant eu de dérégulation. Et donc un mouvement qui s'est construit précisément sur la coopération plutôt que la compétition, sur la régulation, donc la déréglementation, sur la souveraineté, bref, sur tout ce qui fait. On a adhéré au Parti socialiste, on a adhéré à l'idéal socialiste il y a des années, pour moi c'était il y a plus de 25 ans maintenant. C'est le paradoxe du moment, je trouve. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir. Je pense que le socialisme a encore de beaux jours devant lui. Mais en revanche, il y a incontestablement une crise des organisations social-démocrates et socialistes qu'on pourrait qualifier en 3 points. D'abord, c'est en effet une crise idéologique. Ce qui s'est passé, c'est que les partis sociaux-démocrates européens n'étaient pas suffisamment armés face à la nouvelle dynamique du capitalisme, face à ce qu'on peut appeler, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est un grand philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit des livres remarquables sur la société de l'accélération. Et les partis socialistes ont été comme tétanisés par rapport à cette nouvelle dynamique. D'autant plus qu'il y avait un matraquage médiatique qui était lié à l'arrivée au pouvoir de Reagan, de Thatcher et de leurs épigones, qui martelaient sans cesse, jour après jour, qu'on était passé dans un nouveau monde. Et là, il y a une forme de tétanie, d'autant plus que le message traditionnel des partis socialistes, qui se concevaient dans des États-nations, et que là, tout d'un coup, on se rendait compte face à une globalisation financière et ce qu'on appelait la mondialisation libérale, que leur solution d'hier n'était plus vraiment pertinente. Normalement, l'Europe aurait dû être l'espace pertinent pour répondre. Mais la vérité, c'est que les dirigeants de l'époque ont été incapables d'imaginer une réponse européenne à toutes ces problématiques. J'en veux pour preuve quelque chose qui m'avait très frappé quand j'étais jeune homme. Ça veut dire que c'était il y a longtemps. À la fin des années 90, vous avez 13 dirigeants sur 15 européens qui sont des sociaux-démocrates, des travaillistes ou des socialistes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Non seulement il ne se passe rien, mais en plus, beaucoup se convertissent à ce qu'on appelait le social-libéralisme à l'époque. C'était la troisième voie, celle de Schröder, celle de Blair. Le Parti socialiste français à l'époque, c'était Jospin, a résisté un peu. Mais la vérité, c'est qu'au niveau européen, ça a abouti sur le traité d'Amsterdam, le traité de Nice, c'est-à-dire des catastrophes pour tous les socialistes authentiques qui rêvaient d'un projet européen qui valorisait la coopération plutôt que la compétition, la protection plutôt que le libre-échange généralisé, etc., etc. Et donc, cette crise, alors il y a une évolution sociale libérale, mais je crois que le pire finalement, c'était moi ce que j'appellerais le social-défaitisme. C'est-à-dire, en fait, des dirigeants de gauche qui anticipent un rapport de force défavorable, parce que le monde syndical est moins bien organisé, parce que le mur de l'argent est encore plus fort, parce que le capital circule plus vite, et qui se disent « on ne va pas y arriver ». Et donc, ça se traduit aussi par une défaite culturelle. Le début du XXIe siècle, c'est le début où des dirigeants de gauche européens, et notamment français, commencent à adopter le langage des néolibéraux. Je vais vous prendre 3 exemples. C'est au début du XXIe siècle que les dirigeants socialistes français commencent à dire charge au lieu de cotisation sociale. C'est à ce moment-là, pour la plupart des dirigeants, je pourrais les citer un par un, parce que là, moi j'ai beaucoup de mémoire. C'est le moment où les gens commencent à dire client plutôt que usager. C'est le moment où des socialistes, pour faire savant, parlent de gouvernance au lieu d'action politique. Et cette contamination du vocabulaire libéral, ça en dit non finalement sur cette conversion ou cette résignation par rapport au rouleau compresseur du cycle libéral qui a été ouvert dans les années 80.
Après, il y a aussi, donc ça c'est la crise idéologique qui perdure, il y avait aussi une crise que je qualifierais de stratégique et de sociologique. Crise stratégique, c'est qu'il y a des dirigeants qui commencent à se dire, bah, finalement, comme la classe ouvrière a été déçue par nous de plus en plus, comme les gens qui votent, et c'était vrai au début du XXIe siècle, c'est encore plus vrai aujourd'hui, ce sont les gens qui sont intégrés, qui sont les cadres moyens supérieurs, bah, finalement, on va regarder vers le centre plutôt que de s'occuper de ces catégories sociales qui, de toute façon, nous abandonnent et se réfugient vers l'abstention, voire vers le vote extrême. Et ça, c'était le nouveau centre de Gerhard Schröder, totalement théorisé, mais ça a été théorisé aussi. Le New Labour de Tony Blair, c'est exactement pareil, c'était théorisé aussi par les Français. Hein. Et souvenez-vous, on avait une polémique autour d'un rapport qui avait fait grand bruit, qui s'appelait le rapport Terranova. Terranova n'a rien à voir là-dedans, puisqu'en fait, il décrivait un processus qui montrait que les mouvements socialistes, les mouvements progressistes européens, rêvaient d'une nouvelle alliance où c'était d'un côté ce qu'ils appelaient les minorités, hein, et notamment il y avait ce sorte de fantasme par rapport à un électorat en lieu qui viendrait naturellement vers le mouvement socialiste, et les CSP+, qui étaient connectés, qui étaient bien intégrés dans la mondialisation, qui étaient progressistes. Cette substitution du terme progressiste au terme socialiste, alors là, pour le coup, j'ai les noms, hein, et la liste est très longue, elle a abouti à quelque chose un décrochage encore plus spectaculaire des classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés qui restent majoritaires dans la population active, qui restent majoritaires dans l'électorat. Et cette crise sociologique, elle s'est traduite par quelque chose de particulièrement spectaculaire, c'est-à-dire que le Parti socialiste était censé être un cash-roll parti, un parti attrape-tout, et qu'à la fin, il attrape plus grand monde. Et alors, ça s'est traduit, et ce flirt avec la marginalité électorale s'est traduit notamment à la dernière élection présidentielle, mais finalement, ça n'est qu'une queue de comète d'un processus qui est commencé depuis longtemps. Donc, moi, je pense qu'il faut repartir de la sociologie. Voilà. Et que si on est sincère dans notre engagement socialiste, et c'est notre cas ici, j'en suis sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales des gens qui constituent le corps central de la société, c'est-à-dire les ouvriers et les employés. Et donc, ça a des conséquences programmatiques sur la centralité du travail, sur le fait que les salaires, c'est un débat majeur, sur les services publics, sur la régulation des flux financiers, bref, tout ça, ça découle de ce pari sociologique, de cette stratégie sociologique dont je parlais à l'instant. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas resté au Parti socialiste. Même si je me sens intensément, profondément socialiste. C'est qu'à un moment, il y a quand même la confrontation avec l'exercice du pouvoir. Jospin, c'est le dernier dirigeant socialiste au pouvoir qui arrive, malgré tout, en dépit de certaines défaillances, certains échecs, à maintenir un équilibre. Un équilibre entre ce que lui appelait la modernité, hein, et puis les fondamentaux socialistes, c'est-à-dire la distribution des richesses, c'est-à-dire le partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs. Parce qu'en fait, c'est ça, le socialisme. Hein. C'est une idéologie du partage. On partage les pouvoirs, c'est la démocratie, notamment la démocratie de l'entreprise, et pas seulement la démocratie politique. C'est le partage des savoirs, c'est-à-dire le primat donné à l'éducation nationale, et le partage des richesses. Or, de ce point de vue-là, le quinquennat de François Hollande est une rupture absolument majeure par rapport à notre mission historique. Et je ne vais pas refaire l'histoire du quinquennat, ça serait trop long, mais dès le début, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas juste la fin, c'est dès le début, il y a un pari qui est fait, qui est de dire, on va donner plein d'argent aux entreprises, on est déjà dans la théorie du ruissellement, sans aucune contrepartie, puis vous allez voir, ça va relancer la machine. Ça n'a pas relancé la machine. Mais là où les choses se sont aggravées, c'est qu'on finit par la loi de travail, qui d'ailleurs préfigure les ordonnances Macron, qui aboutit à une précarisation des salariés, notamment les plus faibles, et c'est la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier que vous avez un gouvernement qui se dit socialiste et dont les conditions de vie des salariés les plus modestes ne se trouvent pas améliorées à la fin. Parce que quand même, je sais qu'on a beau, tout le monde, il est bon ton de critiquer François Mitterrand, et notamment son premier septennat, et la déception qui s'en est suivie. Enfin, quand on regarde comment les conditions des salariés à la fin du premier septennat de François Mitterrand, je me suis dit, c'est pas bon. C'est des réformes sociales qu'on n'a jamais faites depuis 1936. Et même Jospin, sur lesquels on pourrait dire beaucoup de choses, notamment sur sa politique de privatisation,
quand il finit son mandat, il a eu les 35 heures, il a eu les 5 minutes. Là, pour le coup, à part quelques mesures, mais vraiment, je suis sûr que Valérie pourrait me les rappeler, mais qui sont quand même très faibles, la vérité, c'est qu'on n'a rien fait pour l'amélioration des conditions de vie. Ça, moi, ça a été une souffrance, une blessure. Et la deuxième chose, qui a été une souffrance et une blessure, c'est que le Parti socialiste, par la voix de son Premier ministre de l'époque, abandonne ce qui a été vraiment fondamental dans la stratégie du parti d'Épinay, c'est-à-dire la stratégie unitaire. Quand on théorise les gauches irréconciliables, quand on dit qu'il y a des gens à gauche à qui je ne veux plus parler parce qu'ils ne sont plus comme nous, déjà on se condamne à la défaite, c'est ce qui s'est passé, et en plus on rompt avec une histoire séculaire qui est faite, certes, de rapports de force, mais qui a quand même toujours le même objectif, qui est celui du racisme. À partir du moment où il y a ces deux choses, cette blessure, la blessure d'un militant, moi, franchement, je l'ai vécu très douloureusement, et ça m'a causé bien des états d'âme. Mais à un moment, ce qui compte, ce n'est pas les états d'âme, c'est les états de service. Et moi, j'ai estimé que pour être utile au socialisme démocratique, auquel je crois, et dont je viens de rappeler la pertinence, mais on pourrait y revenir, le mieux, c'était de franchir un cap, de tourner la page, et d'essayer, avec d'autres, de contribuer à l'approfondissement de cette doctrine. Je me sens totalement fidèle à l'histoire du Parti socialiste et à l'histoire des grands socialistes, des grands théoriciens du socialisme. Je me sens totalement à l'aise dans mon itinéraire. Et c'est vrai que j'ai fait ce constat un peu triste d'un appareil qui était quand même très affaibli et qui, dans l'exercice du pouvoir, avait fait un choix qui était un choix, à mon avis, incompatible avec nos valeurs et nos principes. Je reprends Valérie sur un point, juste un point. Elle dit la droite, elle, défend des intérêts. Mais moi, je pense que la gauche aussi, elle défend des intérêts. Et peut-être qu'un de nos problèmes, c'est qu'on passe notre temps, on a passé notre temps, dans les dernières décennies, à parler des valeurs de la gauche, mais jamais des intérêts des gens qu'on défend. Les intérêts des gens qu'on défend, je m'excuse, c'est concret. Hein, c'est concret en termes de salaire, c'est concret en termes de travail, c'est concret en termes de services publics. Et ça, à un moment, justement, c'est intérêt contre intérêt. Cette conflictualité, cet antagonisme, une partie de la gauche l'a abandonné. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, et je finis par là, le vote ouvrier s'est déplacé progressivement soit vers l'abstention, soit par exemple vers l'extrême droite. Et on aurait bien tort de les culpabiliser, c'était une erreur fatale. Là. C'est parce qu'il y avait cette impression d'indifférenciation entre la droite et la gauche. Et les gens avaient le sentiment que la droite et la gauche se battaient sur l'accessoire, mais étaient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la nature du système, profondément inégalitaire, mais ça je le sais mieux que moi. Donc voilà, ça fait partie aussi du débat. Mais je finis quand même par un point très optimiste et je reviens, je crois que jamais la doctrine du socialisme démocratique n'a autant été pertinent et d'actualité qu'aujourd'hui. Et ça nous donne la pêche pour continuer en dépit d'une situation politique confuse,